Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce magazine politique de la rédaction de TV7 en synchronisation avec la radio Fréquence 1 Lomé. Outre la situation politique avec le processus électoral qui suit son cours avec la fin de la révision des listes électorales dans la zone 3, le Front social au Togo est en ébullition depuis quelques moments dans notre pays. Cette semaine a été particulière et pour le gouvernement togolais et pour les centrales syndicales, notamment la synergie des travailleurs du Togo. Le sitting de mardi dernier a mis des jeunes élèves dans les rues, amenant le gouvernement à fermer tous les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. Vendredi dernier, une nouvelle discussion des deux partenaires n'aura pas accouché grand-chose. La base de la STT aura rejeté tout simplement le relevé de conclusion signé à la primature. Alors, comment débloquer une situation aussi compliquée? Pour beaucoup, la sensibilité de la période électorale recommande de la part du gouvernement une solution rapide sans faux fuyant pour faire régner la sérénité. Pour évoquer toutes ces questions que nous avons sur le plateau de 7 sur 7, le directeur exécutif des associations contre l'impunité au Togo, André Afanou. Bonsoir André Afanou. Bonsoir Eric, bonsoir à nos compatriotes. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est toujours un plaisir. Bonsoir Florent Tibé. Bonsoir Eric. C'est avec vous que nous allons animer le plateau de ce soir. Plus les semaines se suivent, plus elles se ressemblent malheureusement pour le gouvernement togolais, le gouvernement d'Artem Aoumezou, nous disons. L'administration générale est paralysée par des grèves de la STT et ça dure depuis des semaines. Cette semaine particulièrement, la danse des élèves dans les rues à travers le pays aura un impact selon les responsables de la STT qui discutaient encore vendredi dernier avec le gouvernement. À la fin, les positions ou les propositions du gouvernement contenues dans le relevé de conclusion n'ont pas été acceptées. Elles ont été tout simplement rejetées par la base qui n'en veut rien du tout. Elle ne veut rien d'autre que la satisfaction totale de la plateforme revendicative. Alors, c'est évident que la situation est bloquée et il faut forcément la dénouer. Une autre approche pour déverrouiller le système, dit-on. Je nous propose d'abord de suivre le point de l'Assemblée générale de la STT organisée vendredi dernier, ici avec Karine Oulanlo, Aimé Kakou et Solim Balé. Même jusque tard dans la nuit de ce vendredi, les travailleurs togolais regroupés au sein de la STT avaient de l'énergie pour analyser la proposition du gouvernement devant aboutir à un véritable accord. Le relevé de conclusion de la discussion des trois parties mentionnait entre autres le paiement en une tranche en 2015 des 909 millions de francs CFA et l'application à partir de juillet des 30 points d'indice prévus en 2016. Les grands points concernent les 280 points qu'on a demandé. Le gouvernement estime que ces 280 points, en somme, n'avaient pas raison d'être. Nous tenions le contraire en disant que ces points avaient une raison d'exister. Le gouvernement a proposé qu'il souhaitait donner 30 points d'avancement aux fonctionnaires, ce qui faisait à peu près une enveloppe de 14 milliards l'an, et que cette enveloppe serait disponible qu'à partir du mois de juillet jusqu'à fin décembre. Et nous, au départ, on n'était pas d'accord sur les 30 points et on a demandé est-ce qu'il ne serait pas possible que les 14 milliards soient retenus et redistribués de manière équitable à tous les travailleurs. Le gouvernement a dit qu'il va l'explorer. Donc, en somme, vous comprenez que c'est un relevé de conclusion sur les pistes éventuelles que nous pouvons utiliser pour arriver à un accord qui engage les deux parties. Un relevé de conclusion qui sera finalement rejeté par les syndicats de base qui restent accrochés à la plateforme revendicative. La base a dit
qu'elle rejetait tous les éléments qui figuraient donc dans ce relevé de conclusion. Et elle s'attelait uniquement qu'à réclamer les 280 points d'augmentation sur la grille par rapport au redressement à opérer donc, sur la grille. Là, j'ai décidé de donner 48 heures au gouvernement et on se retrouve ici le mercredi en AG pour les stratégies et suite à donner au mouvement de la synergie. Une trêve de 48 heures donc pour permettre au gouvernement de reformuler de meilleures propositions. La coordination de la STT entend transmettre dès lundi un courrier au gouvernement notifiant la position de la centrale. André Afanou, devant cette situation un petit peu compliquée à gérer, finalement, il faut le reconnaître pour le gouvernement togolais, comment est-ce qu'on peut appréhender la solution de ce mal? Alors moi, je voudrais d'abord commencer en exprimant toute ma solidarité envers nos collègues Gilbert Tcholeyanou, Atiwala, Madame Nadou Lawson et toutes ces braves personnes qui, depuis un certain nombre d'années, ont, à mon avis, revitalisé le mouvement syndical au Togo. Il vous en souvient que durant les 10 voire 5 dernières années, on a eu l'impression que il y avait comme, dans le cadre du mécanisme du dialogue social, il y avait comme une léthargie au niveau des centrales syndicales. Et donc, depuis un certain nombre de mois, on constate avec beaucoup de plaisir d'ailleurs que le milieu de la santé d'abord et de l'éducation ensuite, ils ont commencé par faire des revendications et par montrer qu'en réalité, ce que le gouvernement présentait comme une situation d'entente n'était qu'une façon, je dirais, de faire du dilatoire. Parce que ça fait un certain nombre d'années qu'un certain nombre de revendications sont formulées par les syndicats en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de vie, en ce qui concerne l'amélioration même du statut des fonctionnaires dans notre pays. Et c'est assez dramatique de constater que près de 2 ans après le début de cette négociation, rien de concret n'a été fait. À mon avis, le plus dramatique, c'est le fait que le gouvernement savait clairement qu'il y a des engagements qui devaient être honorés vis-à-vis des travailleurs. Mais quand vous analysez un peu le budget qui a été donc voté pour le compte de l'année 2015, on voit clairement que dans un secteur comme celui de la santé, non seulement on n'a pas jugé utile de prendre en compte les besoins qui ont été exprimés, mais on a simplement réduit les dotations donc, en faveur de ce ministère. On reviendra là-dessus. Donc de façon générale, il me semble que dans notre pays, le gouvernement doit faire un peu plus d'efforts, d'abord pour comprendre les aspirations des Togolais, ensuite et surtout pour répondre aux revendications des Togolais dans un certain nombre de domaines. Alors on voit clairement que le Front social, comme on le disait, est en ébullition. La situation au Togo est assez compliquée à gérer pour le gouvernement togolais. D'une certaine façon, on le voit très bien. Devant aussi cette situation de grève répétitive au niveau des syndicats, est-ce qu'il n'y a pas une peur que ça devienne du déjà vu et que ça finalement ça démobilise la base? Non, ça ne peut pas démobiliser la base dans la mesure où aujourd'hui ce que vous constatez, c'est que contrairement à ce qu'on a eu par le passé, il y a des leaders syndicaux qui savent où ils vont. C'est-à-dire qu'on nous a dit par exemple lorsque le Synfort est né, vous vous souvenez qu'à un moment donné, on nous a clairement parlé d'une tentative de corruption. Lorsque les leaders du Synfort étaient en train de négocier à la primature, il s'est raconté que près de 250 millions de francs CFA leur avaient été proposés à la primature. Moi, j'ai discuté avec les leaders des syndicats et des noms de ministres, membres du gouvernement actuel ont même été avancés, comme quoi c'est ces personnes qui auraient proposé à ces syndicalistes-là de l'argent pour que ces syndicalistes abandonnent la cause qui était la leur. Mais ils n'ont pas abandonné la cause. Ça veut dire que déjà, ces gens savent ce qu'ils veulent. Ensuite, en ce qui concerne le fond même des revendications, alors quand vous analysez un peu toute la période au cours de laquelle il y a eu la dévaluation du franc CFA, il y a eu un certain nombre d'autres chocs que les Togolais ont subis, le pouvoir d'achat du Togolais est en baisse constante. Alors qu'on voit les prix augmenter, dans le panier de la ménagère, on ne sent pas clairement que des gens viennent acheter et que des gens ont la possibilité de vivre mieux. Donc à partir de ce moment, chaque jour, la situation ne s'améliore pas. Et à côté, malheureusement, on voit se développer une classe de Togolais qui vit dans une opulence mais vraiment insultante. Vous voyez un peu ces villas qui poussent
tous les jours, vous voyez un certain nombre de personnes qui commencent par travailler et puis vivent dans une opulence assez insultante. Donc vous vous demandez quelle est la façon dont les richesses de ce pays, quelle est la façon dont ces richesses sont gérées, et est-ce que nos autorités prennent à cœur la nécessité de faire en sorte que l'ensemble des citoyens puissent bénéficier donc, de ces richesses-là, si ce n'est pas le cas. Et si au surplus, le gouvernement ne communique pas assez sur la réalité de la situation économique, c'est évident que les travailleurs doivent continuer par faire des revendications. Alors, à l'analyse de la situation actuelle, est-ce que nous pourrons dire quelque part que le social a été pendant longtemps délaissé ou négligé par les autorités togolaises? C'est ce qui me paraît évident. Parce que, d'ailleurs, il faut remarquer que si la synergie des travailleurs du Togo est assez forte aujourd'hui, c'est parce que les enseignants d'une part, les médecins d'autre part, qui constituent donc les deux poules essentielles de cette centrale, puisque c'est d'une centrale qu'il s'agit maintenant, sont parmi ceux qui font, à mon avis, le plus de sacrifices dans le pays. Vous imaginez le travail des enseignants. L'enseignant est obligé de travailler à l'école, de travailler à la maison, de préparer les copies, de préparer les devoirs, de corriger les copies, de corriger les devoirs. Et donc, à partir de ce moment, l'enseignant doit avoir une très bonne condition de vie, ce qui n'est pas le cas. Les médecins, pour leur part, sont ceux-là qui, lorsque nous sommes malades, nous soignent. Et donc, eux, surtout parce qu'ils sont suffisamment autonomes et n'ont pas de hiérarchie pour surveiller leur présence ou non au bureau, ont pu, à un moment donné, se mettre ensemble et ils ont donné plus de vigueur à leurs revendications. Donc il me semble qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plutôt assez intéressant et ça doit plutôt montrer au gouvernement que on peut repousser les échéances, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, résoudre une fois pour de bon les problèmes. Est-ce que le gouvernement togolais a les moyens, franchement, pour satisfaire aux revendications des travailleurs togolais? C'est vrai, vous l'avez dit, ça fait 2 ans que les discussions sont menées autour de cette même plateforme revendicative. Et 2 ans après, on n'a pas véritablement évolué. Ça voudra dire que quelque part, le gouvernement n'a pas ses ressources telles qu'elles en tant que telles pour pouvoir satisfaire aux travailleurs. Est-ce que le gouvernement a les moyens? Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose. C'est que dans ce pays, lorsqu'il y a 2 ans, le Togo était qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, le gouvernement qui dispose de ce qu'on appelle l'impérium, c'est-à-dire il a l'autorité de décréter qu'on peut prélever des fonds ici et là, et on peut constituer des fonds pour subvenir aux besoins donc, des citoyens. Ce gouvernement-là, donc, il y a 2 ans, nous a dit, écoutez, sur vos frais de téléphone, nous prélevons tel montant, nous ne vous demandons pas votre avis. Qu'on fasse autant aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire que, première chose, le gouvernement, parce qu'il est justement gouvernement souverain, doit pouvoir voir quels sont les moyens par lesquels il peut mobiliser un peu plus de ressources pour subvenir aux besoins de ses concitoyens. Premier élément. Deuxième élément, vous savez, en même temps qu'on nous dit qu'il n'y a pas de moyens, vous voyez un certain nombre de personnes continuer par s'enrichir, c'est ce que je suis en train de dire. Vous voyez un certain nombre je ne vais pas donner des noms, mais un certain nombre de responsables cumuler des postes de responsabilité. Cumuler donc des postes de responsabilité. Vous voyez un certain nombre de personnes cumuler des postes de responsabilité et vous vous dites, écoute, en ce qui concerne la gestion équitable des richesses du pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc forcément, je finirai peut-être avec ça, c'est important que le gouvernement puisse communiquer, qu'on puisse donner la réalité des chiffres aux Togolais et qu'on puisse dire, en ce qui concerne les ressources disponibles dans notre pays, voici la possibilité que nous avons et voici les sacrifices que nous vous demandons de faire. Et si vous arrivez à faire ces sacrifices-là, nous devons pouvoir à un moment donné aller d'une situation A à une situation A2. Est-ce que ça vous étonne finalement que depuis lors, on n'écoute pas véritablement les députés togolais se prononcer eux aussi sur cette question des travailleurs qui depuis des semaines mobilisent la rue d'une certaine façon? Parce que là, quand il s'agit pour les élèves aussi de descendre finalement dans la rue, ça veut dire que les syndicalistes sont en train aussi de mobiliser la rue. Les députés, oui. Ça vous étonne qu'ils ne parlent pas? Oui, ça m'étonne. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où normalement, depuis 1990, on a consacré la séparation des pouvoirs, en fonction du principe sacro-saint qui voudrait que le pouvoir arrête le pouvoir. Et lorsque ça arrange les autorités, on nous dit souvent que donc dans notre pays, les pouvoirs sont indépendants. Le pouvoir législatif est indépendant du judiciaire, qui lui-même est indépendant de l'exécutif. Mais même si on dit que le parti au pouvoir a la majorité, on voit bien que dans les grandes démocraties, et même à côté ici au Bénin, lorsque des questions de cette importance surviennent,
les députés interpellent le gouvernement. Et ce gouvernement lui-même va souvent à l'Assemblée nationale pour rendre compte. En France, par exemple, chaque semaine, vous voyez le Premier ministre et plusieurs ministres aller devant l'Assemblée nationale. Et symboliquement, c'est assez important. C'est pour démontrer vraiment que le Premier ministre se met dans une posture où il rend compte au peuple. Chez nous, les députés, à mon avis, n'ont pas ce courage d'interpeller les membres du gouvernement. Et pour ce que nous avons pu entendre, lorsque certains députés de l'opposition notamment demandent au Premier ministre et au ministre de venir, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui ne met pas en branle la procédure pour que les gens soient interpellés. L'un des indicateurs qu'on perçoit encore dans ce phénomène, c'est que en réalité, c'est un sentiment d'impunité, à mon avis, qui me semble être consacré. Parce qu'on se dit, écoute, moi je suis ministre, moi je suis Premier ministre, moi je suis chef de l'État, et à partir du moment où je suis là-bas, c'est plutôt les députés qui doivent venir à moi pour que moi je puisse éventuellement leur rendre un certain nombre de services. Donc, quand les choses sont perçues comme ça, il n'y a pas de respect à la volonté populaire, il n'y a pas de respect aux institutions, et donc, chacun fait ce qu'il veut, c'est ce qu'on observe, et la conséquence, c'est que les choses vont mal, les choses continuent d'aller mal. Moi, je pense que c'est l'occasion peut-être d'interpeller nos députés pour ceux de l'opposition, lorsque vous avez l'occasion de demander qu'un ministre vienne vous rendre compte, que le Premier ministre vienne vous rendre compte et qu'il ne vienne pas, communiquez alors sur la place publique. Et aussi pour les députés donc, du pouvoir, qu'ils puissent montrer suffisamment qu'au-delà du fait qu'ils appartiennent à la mouvance présidentielle, ils se préoccupent aussi du vécu des quotidiens. Alors aujourd'hui, des Togolais, pardon. Voilà. Aujourd'hui, il est clair également que le gouvernement a du mal à gérer la situation. Est-ce quelque part une façon de faire preuve de faiblesse ou bien c'est parce qu'on a un manque de stratégie pour pouvoir dénouer la situation? Bon, moi, je ne peux pas répondre à la place du gouvernement. Je sais une chose, c'est que dans ces matières-là, c'est une question de rapport de force. Et il me semble que la bonne nouvelle, c'est que la synergie des travailleurs du Togo a réussi à créer le rapport de force. C'est là où je voudrais déplorer d'ailleurs la sortie malheureuse du Premier ministre qui, alors que les Togolais posent des revendications légitimes, a jugé utile donc de descendre, j'allais dire, dans l'arène, d'aller à l'hôpital et, à mon avis, de manquer de respect par ses propos donc, à ces travailleurs-là. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement ne soit pas à même de trouver la solution, montre clairement qu'ils n'ont pas la bonne stratégie. Mais à mon avis aussi, ça montre que la volonté théorique dont on nous parle souvent, à savoir qu'on veut contribuer au bien-être des Togolais, cette volonté tend à se matérialiser dans les faits. Alors, vis-à-vis ou devant cette situation qui est là depuis des semaines, où finalement c'est compliqué pour les uns et les autres s'entendent sur un minimum. Vendredi, on a encore vu que la base a rejeté le relevé de conclusion tel qu'élaboré à la primature et signé par certains acteurs. Devant cette situation de blocage, comment est-ce qu'il va falloir finalement dénouer cette affaire pour le bonheur des travailleurs et puis pour permettre à la cité, n'est-ce pas, d'avoir une certaine sérénité? André Afon. Moi, je pense que actuellement notre pays va mal. Notre pays va mal sur beaucoup de plans. Et c'est important que le premier magistrat, le premier fonctionnaire, le chef de l'État, d'abord, à mon avis, s'adresse à son peuple. Parce que on a souvent dit que le président Fogna Simbe... On a atteint le paroxysme pour que le chef d'État monte au créneau? À mon avis, parce que les indicateurs sont très nombreux à être rouges. Sur le front social, vous voyez que les fonctionnaires ne vont pas bien. Les fonctionnaires eux-mêmes, à travers, entre autres, les enseignants, à travers les médecins, pour la plus grande majorité, sont allés en grève. Les élèves ont jugé utile de descendre dans la rue. Sur le plan politique, tout le monde sait que depuis très longtemps, il y a un malaise qui est très fort au niveau donc de la classe politique. Et donc, je pense que la première chose dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est que le chef de l'État s'adresse aux Togolais. Dans les pays, je dirais, occidentaux, dans les pays à démocratie renforcée, dans une situation comme celle-ci, le chef de l'État fait une conférence de presse ou le chef de l'État fait un discours. Vous savez, sur la question des conditions de vie des travailleurs, il vous en souvient que depuis plus de 2 ans, dans un célèbre discours, le chef de l'État a annoncé les états généraux de l'éducation et de la santé. Depuis plus de 2 ans. Alors, bientôt, on aura une élection présidentielle. Moi, je pense que la société togolaise doit interpeller le chef de l'État pour lui demander
Dans un secteur comme celui de la santé qui concerne notre bien-être, c'est-à-dire que quand vous êtes père de famille et que vos enfants ne vont pas bien, votre devoir c'est de faire en sorte qu'ils puissent aller à l'hôpital et ensuite qu'ils puissent bénéficier de soins adéquats. Donc dans un domaine aussi crucial que celui de la santé, vous, chef de l'État, vous avez annoncé depuis 2 ans les États généraux, justement avec pour ambition de faire l'état des lieux et de proposer des solutions idoines. Pourquoi ça n'a pas été fait? Deuxième point, dans un domaine aussi crucial que celui de la santé, depuis bientôt 2 ans, nous n'avons pas de ministre de la Santé. Et puis tout le monde fait comme si c'est normal. On nous dit que c'est le Premier ministre qui est donc à la tête de ce poste-là. Et autre anomalie, j'ai appris dans la semaine que sur la question des ressources que la BIDC aurait mises à la disposition donc, du secteur de la santé pour rénover le matériel, pour avoir un scanner notamment, le Premier ministre aurait envoyé donc une autre circulaire pour qu'on puisse faire l'état des lieux du matériel, parce que c'est plus de 10 milliards de francs CFA, je crois, qui a été englouti dans cette affaire-là. Donc le Premier ministre aurait envoyé une circulaire pour qu'on fasse l'état des lieux. Et il se fait que c'est un très proche du chef de l'État, un conseiller du chef de l'État, qui a géré ces fonds. Et il paraît qu'on a acheté des scanners qui jusqu'à aujourd'hui ne marchent pas. Le Premier ministre lui-même, je ne vous apprends rien, nous a promis sur l'affaire des fonds qui ont été prélevés pour la CAN, a promis de nous faire les comptes, jusque-là il ne l'a pas fait. Donc il me semble que quand il y a autant d'engagements qu'on a pris et qui ne sont pas tenus, mais les gens doivent nous rendre compte. Et ce n'est pas seulement à travers le processus électoral, c'est aussi avant, parce que le respect qu'on a pour les citoyens commande qu'on explique qu'il y a 2 ans, je vous ai annoncé les États généraux, je n'arrive pas à les faire parce qu'il y a tel problème. Au moins, on aura l'avantage de comprendre les raisons. Il y a 2 ans, j'ai démis le ministre de la Santé pour telle raison. Je n'ai pas pu en nommer un autre parce que tel. Nous avons un déficit de communication et la société togolaise devient de plus en plus malade, à mon avis. Alors aujourd'hui, les élèves sont dans la rue, les fonctionnaires sont en grève. Qu'est-ce qu'on peut craindre finalement avec cet état de choses, avec l'ébullition, le fait que le Fonds social est aujourd'hui en ébullition? Qu'est-ce qu'on peut craindre? Mais je suis désolé de dire qu'on peut craindre le pire. Parce que quand vous êtes dans une maison et qu'il y a un trou au niveau du toit, après c'est la porte où il y a un problème, après c'est votre premier enfant qui a mal au ventre, et que vous banalisez tous ces faits, à mon avis, vous ne donnez pas l'impression d'être suffisamment responsable et suffisamment conscient de la nécessité pour vous de gérer cette maison-là, comme on dit en droit, en bonus pater familias, c'est-à-dire en bon père de famille. Que le gouvernement togolais n'a pas de souci pour ce peuple. Moi, je ne sais pas s'ils ont le souci du bien-être du peuple, mais ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de ce que vous dites en parole, ce sont les actes que vous posez qui expliquent le mieux ce que vous avez en tête. Et là, quand je parle du rapport que la parole doit avoir avec les actes, j'aime bien citer un célèbre propos du chef de l'État lui-même. Lorsqu'il s'adressait à ses homologues de l'UEMOA ici à Lomé, il leur a dit, je cite, « Quelles que soient les promesses que nous formulons, elles seront lettres mortes si elles ne sont pas suivies d'effets concrets. » Il parlait d'un autre domaine. Mais ça veut dire que le président de la République est conscient qu'une chose est de promettre de faire quelque chose, une autre chose est de la faire. Et donc, moi, j'estime que dans beaucoup de domaines, malheureusement, la volonté de faire quelque chose de concret, la volonté de contribuer au bien-être de tous les citoyens ne se traduit pas dans les faits. Bien. Alors, tout à l'heure, on a évoqué, n'est-ce pas, cette grève des travailleurs togolais. On a évoqué à peu près l'économie togolaise et le Front social qui est en ébullition depuis quelques temps. Est-ce que c'est aussi le symbole ou synonyme finalement de, je veux dire, un problème de gouvernance économique qui se pose là à travers le Front social qui est en ébullition? Et il me semble, parce que la gouvernance par définition voudrait qu'un certain nombre de ressources dont nous disposons dans la cité puissent être gérées de sorte que toutes les parties prenantes, les plus grands, les plus petits, du nord au sud, toutes les couches, puissent avoir justement le sentiment et même la conviction que les ressources sont gérées pour le bien de tous. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Ça paraît être carrément l'inverse. Tenez, on a beaucoup débattu par rapport au budget de l'année en cours et on a constaté que dans un secteur comme celui de la santé, on a jugé utile
de diminuer les dotations. Et moi, je pense que déjà les députés qui ont pris la responsabilité d'accepter de voter un budget où la dotation en matière de santé est diminuée portent une lourde responsabilité devant l'histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc, au niveau de la santé, on a diminué. Et au niveau de ce qu'on appelle le développement à la base, il y a eu une augmentation, selon certains, de plus de 15 milliards de francs CFA. Ça veut simplement dire que lorsque les Togolais demandent à être en bonne santé, lorsque le capital humain doit être ce qui doit être au-dessus de tout, le gouvernement donne l'impression que c'est en allant distribuer des roues aux gens, que c'est en allant distribuer des sacs de riz aux gens, que c'est en allant distribuer 15 000 francs, 20 000 francs aux gens. C'est aussi important. Non, le problème, c'est que si quelqu'un n'est pas en bonne santé, vous pouvez lui acheter un véhicule de 20 millions de francs CFA. Vous pouvez lui acheter, je ne sais pas, une maison de 50 millions de francs. La personne n'est pas en bonne santé. La personne ne peut pas, je ne sais pas, il vous est arrivé vous-même de tomber malade, ou il vous est arrivé de rencontrer un frère ou un ami qui est malade. Vous voyez que quand vous êtes malade, vous ne vous souciez pas du tout de ce que vous pouvez avoir comme richesse matérielle. Tout ce que vous voulez, c'est vous porter bien. Et donc, si la ressource humaine est perçue comme étant la ressource la plus importante, à mon avis, le gouvernement doit investir dans l'amélioration du système de santé. Le fait de ne pas l'avoir fait, à mon avis, nous devons expliquer à nos compatriotes, pour que durant la campagne, si campagne il y a, que nos compatriotes demandent à nos gouvernants de nous expliquer entre la santé physique de quelqu'un et le fait que la personne puisse disposer de 15 000 francs, 20 000 francs, qu'est-ce qui est plus important? D'ailleurs, lorsque vous vous portez bien, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous donner 15 000 francs, 20 000 francs. Vous-même, vous avez l'énergie, vous-même, vous avez les ressources pour aller de l'avant. Donc, il me semble que déjà, en matière de gouvernance ou en matière de choix économique, il y a un problème là-bas. Deuxième chose, un certain nombre de spécialistes des questions économiques nous ont expliqué que la politique pratiquée par le gouvernement actuel consiste, par exemple, lorsqu'il y a des travaux publics, à faire en sorte que les entreprises engagent elles-mêmes les dépenses et après, on les rembourse. Le problème que ça pose, c'est que quand vous prenez, par exemple, pour l'année 2015, si on vous dit que le ministère, n'importe quel ministère, le ministère de la Santé, dispose de 50 millions de francs CFA pour une activité précise, et que si ce même ministère doit payer une dette de l'année passée à 20 millions, ça veut dire que la sincérité du budget n'est plus effective. La réalité des ressources financières dont dispose ce ministère pour cette année, ce n'est plus 50 millions, c'est 20 millions, puisque sur les 50 millions qu'on dit lui avoir donné, il doit rembourser une dette. Donc ça veut dire que même en matière de conception du budget, il y a un problème dans notre pays. Troisième problème qu'il y a en matière de conception du budget, lorsque nous approchons donc un certain nombre de responsables de ces choses-là, on vous dit que apparemment, c'est le ministre des Finances lui seul qui conçoit le budget et qui donc, j'allais dire souverainement, décide de mettre des dotations à la disposition de tel ou tel département. Donc vous savez que lui seul ne peut pas décider de tout dans ce pays. On est quand même un pays. Vous savez, une seule personne ne peut jamais décider. Oui, justement. Vous savez, nous sommes en train de nous adresser à nos compatriotes. Et c'est important d'expliquer aux Togolais la façon dont les choses se passent. Ce qui fait que ça crée des anomalies par ailleurs. Approchez les membres du gouvernement, approchez des députés à l'Assemblée nationale et demandez-leur si dans le processus d'adoption du budget 2015, ils ont été associés. Ils vous diront non. Que le ministère des Finances et ses seuls départements puissent effectivement concevoir un document de base après avoir écouté ce que les autres départements ministériels veulent. Ça aussi, c'est une approche. Mais apparemment, ce n'est pas cette approche qui est utilisée. Selon nos informations que vous pouvez vérifier, c'est le ministre Ayassor qui, donc, en ne tenant même pas compte des délais qu'il faut, normalement, le budget doit arriver à l'Assemblée nationale à partir du mois d'octobre pour que les gens puissent justement réagir et faire des contre-propositions. Apparemment, ce n'est pas le cas dans notre pays. Donc, il y a un réel problème de gestion des ressources, il y a un réel problème de gouvernance, et ce problème de gouvernance se traduit, enfin, selon moi, par le fait que tout ce qui doit être activé en matière de redevabilité de l'action publique n'est pas effectif. Vous savez, lorsque le gouvernement dit nous donnons des roues aux gens, lorsque on nous dit vous êtes contre carrément, hein, qu'on donne des roues aux populations, qu'on aide les populations
à s'autosuffire d'une certaine façon avec le programme FNFI. Oui, mon problème, que ce n'est pas un élément fondamental pour pouvoir alléger la pauvreté dans le pays. Non, mon problème par rapport à ça, c'est que ça infantilise la population. Vous connaissez la célèbre citation de Lao Tzu, je crois, qui dit que au lieu de donner du poisson à un homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui apprendre à pêcher. Donc, il me semble que les politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui contribuent pour l'essentiel à donner du poisson aux Togolais. Les Togolais vont manger ce poisson-là pendant 2 jours. Quand, par exemple, dans notre pays, on dit une école est construite et que la population doit se rassembler, danser, et puis on vous dit que c'est un cadeau personnel du chef de l'État. Moi, c'est une phrase que je ne comprends pas. Parce que est-ce que le chef de l'État lui-même a des ressources suffisamment importantes pour aller offrir à titre personnel des cadeaux à des communautés? Il me semble que ce n'est pas le cas. C'est forcément avec l'impôt qu'on prélève sur notre argent. C'est forcément avec les taxes que nous payons que justement des réalisations sont faites. Et on n'a pas remercié le chef de l'État pour ça. Moi, je me souviens encore une fois ces dernières semaines, et je crois que c'est le ministre des Finances ou son homologue du plan qui s'adressait publiquement donc à une audience et qui disait, avec les ressources que vous venez de mettre à notre disposition, voici ce que nous allons faire. Ça veut dire que le gouvernement est conscient qu'en réalité, c'est des ressources, par exemple, que notre papa a laissées pour nous tous. Et nous demandons à notre grand frère de les gérer. Et il doit les gérer bien pour que chacun puisse s'en sortir. Donc, à aucun moment, à mon avis, il ne faut infantiliser les Togolais et leur donner l'impression que c'est quelqu'un quelque part qui, par magnanimité, leur fait un cadeau. Surtout à la veille d'un processus électoral où chaque candidat doit aller présenter à la population ce qu'il a fait pour ceux qui sont déjà au pouvoir ou ce qu'ils veulent faire. Et à mon avis, il faut clairement expliquer les choses à nos compatriotes. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourra arriver à s'en sortir finalement? C'est vrai, on le rappelle, les syndicats, les travailleurs togolais sont mécontents, on multiplie les mouvements de grève. Il semble que la mise est encore grande pour la semaine prochaine, puisque les travailleurs togolais entendent remettre la couche. Et devant une situation un petit peu difficile à gérer par le gouvernement togolais, parce que nous sommes en période électorale, le gouvernement togolais avait dit, on aura l'occasion tout à l'heure de revenir là-dessus, le scrutin présidentiel va être organisé sur front propre. Et quand on prend toutes ces questions, est-ce qu'une solution idoine, une solution réelle et pérenne pourra être apportée véritablement jusqu'à satisfaire les travailleurs togolais? Il va falloir également au niveau des syndicats faire des concessions sur ce plan. Non, c'est clair que quand on rentre en négociation, il faut que toutes les parties prenantes fassent des concessions. La base n'est pas d'accord. On veut la satisfaction totale des revendications. Non, je fais confiance à mes collègues leaders du mouvement syndical, la Synergie des travailleurs du Togo, pour expliquer, lorsque le moment viendra, à la base, les concessions éventuelles qu'il faudra que cette base fasse. Vous savez, j'aime bien une citation de Nelson Mandela, qui, lorsque l'ANC, avec ses partisans, lui disait qu'il fallait décapiter un peu, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, il fallait s'en prendre justement à ceux aux Blancs qui étaient au pouvoir à l'époque, lorsqu'à un moment donné, il fallait prendre un certain nombre de décisions et que les partisans de Mandela lui disaient « Nous ne pouvons pas prendre cette décision-là parce que le peuple sera contre nous ». Ce que Mandela a répondu, c'est qu'ils comprendront parce que c'est nous qui sommes leurs leaders. Si nous leur expliquons bien, ils comprendront. Donc, on n'est pas leader pour rien. Premier élément. Deuxième élément, il me semble que si donc tout le monde est dans l'état d'esprit de faire des concessions, les syndicalistes d'une part, le gouvernement surtout, parce que ce que nous comprenons dans cette situation, c'est que le gouvernement a pris des engagements passés qui ne sont pas respectés. Deuxième chose, le gouvernement peut avoir des difficultés, mais les actes et les comportements qu'on note par ailleurs, les dépenses qui sont faites dans d'autres secteurs doivent prouver aux Togolais à suffisance que effectivement la situation est difficile. Enfin, si le gouvernement ne communique pas suffisamment, s'il n'explique pas quelle est la réalité des choses, bientôt, vous avez dit ça, on rentrera en campagne. On va voir les fonds qui vont être déversés. Moi, j'ai lu un peu, je ne sais pas si c'est une information vraie, mais j'ai lu par exemple que pour la campagne électorale, une société aurait déjà acheté 2 hélicoptères et ce serait destiné à un des candidats. Ça veut dire qu'il y a de l'argent quelque part qu'on peut trouver si on veut chercher de l'argent. Et donc, il me semble que le gouvernement ne devrait pas minimiser ce qui se passe actuellement. J'ai discuté avec mon ami, le docteur Tcholeyanou, et il paraît que certains leur prêtent des intentions
de vouloir perturber la campagne électorale à travers les grèves. Je dis ça, c'est vraiment des façons fausses de présenter les choses. Lorsque quelqu'un a faim, personne n'a besoin de venir lui dire qu'il a faim avant qu'il ne revendique lui-même ses droits. En même temps, on sait que la période s'y prête parfaitement pour les syndicalistes, pour mettre la pression sur le gouvernement. C'est clair. Si j'étais syndicaliste, en tout cas, en ce qui nous concerne, par exemple, au niveau du collectif d'association contre l'impunité, nous avons, il y a près d'un mois, fait une conférence de presse avec les victimes des violences politiques de 2005. Et nous avons dit clairement que ces victimes-là ont subi des dommages et des violations des droits de l'homme, des violences politiques en 2005, et que pendant qu'on va à une nouvelle élection, c'est important qu'on se souvienne de ces victimes-là et qu'on fasse quelque chose pour eux. Que les personnes qui ont géré le pouvoir de 2005 à 2010 nous disent qu'est-ce que concrètement elles ont fait pour ces victimes-là. Que les personnes qui veulent accéder au pouvoir nous disent lorsqu'elles vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça. De la même façon, à mon avis, mes amis syndicalistes ont raison de soulever leurs préoccupations ici et maintenant. Parce qu'après, celui qui sera élu va s'installer et puis, bon, il fera la fête. Donc, à mon avis, ce n'est que maintenant que ça doit être réglé. Quand on écoute l'opinion également, il semble avoir des craintes de démobilisation, des craintes de sabotage de la lutte syndicale aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres syndicats qui avaient été mis en minorité d'une certaine façon depuis un bon bout de temps. On a vu la coordination centrale-là qui aussi avait annoncé avoir déposé un préavis de grève. Ils ont été tous reçus vendredi dernier. Un relevé de conclusion a été produit. C'est vrai qu'au niveau de la base de la ST, on n'est pas d'accord par rapport à ce relevé de conclusion. Alors on se demande si ceux qui avaient récemment déposé leur préavis de grève de 48 heures ne mettent plus finalement en exécution leur préavis et que la ST, elle, durcit le ton, est-ce qu'ils ne seront pas considérés par le pouvoir plus quand justement ceux-là qui veulent perturber la sérénité, la tranquillité des Togolais? Non. Qu'ils soient considérés comme ceux qui veulent perturber la tranquillité des Togolais, cela ne me semble pas possible. Dans la mesure où, en réalité, vous savez, quand vous interrogez même ceux qui travaillent à la présidence de la République, quand vous interrogez ceux qui travaillent à la primature, quand vous interrogez ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale, tous ces directeurs de cabinet, tous ces fonctionnaires et même les aides de camp de nos membres de gouvernement, ils sont concernés par les revendications de la synergie des travailleurs du Togo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que la synergie réclame, ce n'est pas pour Dr Tcholenyanou, ce n'est pas pour Dr Wala, ce n'est pas pour Mme Nadou Lawson. C'est vraiment pour les Togolais. Et donc, à partir de ce moment, il faut que le gouvernement prenne conscience que on peut se tromper d'interlocuteur une fois. On peut se tromper d'interlocuteur deux fois. Mais se tromper d'interlocuteur plusieurs fois, c'est vous-même qui donnez l'impression de ne pas voir la réalité en face. Aujourd'hui, ceux qui mobilisent les travailleurs, ceux dont le mot d'ordre est suivi, c'est la synergie des travailleurs du Togo. Demain, il peut en être autrement. Mais aujourd'hui, c'est la synergie des travailleurs du Togo. Donc, il me semble que si le gouvernement avait la volonté de résoudre véritablement le problème, j'allais dire, si le gouvernement avait la volonté de prendre le taureau par les cornes, c'est à la synergie que ce gouvernement doit s'adresser. Évidemment, si d'autres centrales syndicales veulent se joindre à ce mouvement ou veulent lancer leur mouvement à eux pour des revendications autres ou pour les mêmes revendications, ces centrales auront la liberté de le faire. Mais il me semble que le gouvernement ne serait pas suffisamment de bonne foi s'il ne s'adressait pas à la STT et surtout si la volonté était de décapiter la STT. Parce que pendant très longtemps, après 1990, à la faveur du mouvement démocratique, il y a eu la revitalisation du mouvement syndical, le mouvement associatif et même au niveau de la presse, on a senti que les choses ont bougé. Après, le président Yadema, à travers les presses, entre guillemets, indépendantes mais financées par le pouvoir, le président Yadema, à travers les syndicats, entre guillemets, libres, a repris la main. Mais les revendications des Togolais étaient encore profondes. Et donc, quand le moment est venu, les gens ont compris que là où il fallait s'adresser pour que les revendications soient satisfaites, c'est à la synergie des travailleurs. C'est là-bas qu'il faut le faire. Il ne faut pas faire de faux fuyants, à mon avis. J'espère que le gouvernement sera assez lucide. Parce qu'à force de fuir les problèmes, à un moment donné, ça vous vient à la figure, pam. Alors, y a-t-il aujourd'hui une solution pour dénouer cette crise-là au plan social? Une solution qui s'impose? Selon vous, y a-t-il une solution aujourd'hui? Moi, je n'ai pas la baguette magique parce que je n'ai pas la chance d'être aux côtés donc, de ceux qui nous gouvernent, mais je sais que
les ressources du pays, c'est eux qui en connaissent la portée. Et moi, je pense qu'un gouvernement, la chance qu'un gouvernement a, c'est qu'un gouvernement peut créer des ressources à partir de zéro. Je m'explique. Aujourd'hui, on nous parle des routes qui sont en train d'être construites. Et vous voyez ces quartiers-là qui bénéficient de routes se transformer. Ceux qui veulent louer des maisons augmentent donc les prix des loyers. Ceux qui veulent vendre des produits essaient de voir s'ils peuvent augmenter les prix. Et le gouvernement lui-même peut créer des taxes toutes nouvelles. Ça veut dire que dans un domaine comme celui-là, le gouvernement peut voir par rapport au pôle qu'il est en train de créer, comment générer de nouvelles ressources. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Cameroun une fois. J'ai constaté qu'avant de partir du Cameroun, vous ne pouvez pas partir de l'aéroport du Cameroun sans payer une taxe de, je crois, $100. C'est-à-dire que chaque fois que vous arrivez dans le pays et que vous voulez sortir par l'aéroport, vous payez $100. Je ne sais pas si sur les billets d'avion ici chez nous, ça se fait. Mais ça veut dire que le gouvernement, et je parlais tantôt de l'exemple de Togocel, de Togo Télécom et de Move, où on nous a prélevé contre notre gré des frais. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous rend pas des comptes. Ça veut dire que le gouvernement, s'il fixe bien le cap, peut demander aux Togolais de faire des sacrifices dans d'autres domaines et justement susciter une mobilisation de fonds. Ensuite, il me semble que lorsqu'on est à la tête d'un pays comme le nôtre et que la situation sociale est aussi tendue, on ne peut pas ne pas s'adresser à ses compatriotes. Moi, je pense que le chef de l'État doit s'adresser. Le chef de l'État toujours sur ces questions. Oui, il faut que le chef de l'État parle parce que les gens ne vont pas bien dans le pays. Et tout le monde sait que par rapport à la façon dont le pouvoir est organisé dans notre pays, il n'y a pas beaucoup de possibilités de décision à la primature. Approchez un peu ceux qui sont au gouvernement, approchez les gens qui ont de grandes oreilles, comme on dit. Ils vous diront que le Premier ministre lui-même, sur beaucoup de questions, n'est pas écouté par ses ministres d'abord, et il ne peut pas prendre des décisions, que c'est forcément le chef de l'État. Donc à partir de ce moment, il faut que le chef de l'État montre qu'il est aux commandes de la navette. Il faut que la barque, le problème c'est que nous sommes comme dans un bateau, ou comme dans un avion. Et le président Faure Gnassingbé, c'est lui qui conduit. Il a peut-être un copilote qui est le Premier ministre, mais c'est lui qui conduit. Et nous sommes dans le bateau avec lui. Nous sommes dans la barque avec lui. Et il me semble que nous avons le devoir de l'interpeller lorsqu'il y a une roue qui ne marche pas bien, lorsqu'on voit une fuite de gaz, ou lorsqu'on sent un bruit quelque part, un bruit bizarre. Nous avons le devoir d'interpeller le chef de l'État. Et il ne peut pas continuer par nous dire, les gars, taisez-vous, je sais où je veux conduire comme je veux. Ce n'est pas possible. C'est nous tous qui sommes dans la barque. Le chef de l'État doit arrêter le véhicule et doit s'adresser à nous. Il doit nous expliquer. Autrement, il ne serait pas un bon pilote. Écoutez, merci beaucoup à André Kani Afanou. De la gouvernance sociale, nous allons parler du processus électoral devant aboutir à l'élection présidentielle prochainement. De moins en moins, il faut le dire, les acteurs politiques parlent des réformes. La réforme constitutionnelle et institutionnelle. Tout le monde ou presque a les yeux rivés aujourd'hui sur la présidentielle prochaine. Cette semaine, le CACIT et la plateforme citoyenne Justice et Vérité ont rendu public un manifeste citoyen pour l'apaisement de la situation sociopolitique lors du processus électoral de 2015. André Afanou, quand on jette un regard sur ce manifeste, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait différent d'une première proposition de la plateforme en juillet 2014 où on énumérait les 15 raisons fondamentales pour lesquelles il faut forcément que les réformes se fassent. Aujourd'hui, vous appelez à la conscience des différents acteurs pour que justement ces réformes aient lieu avant le scrutin prochain. Oui, vous avez bien fait de souligner que le document que nous avons sorti n'est pas trop différent du précédent. Mais ce qui a comme valeur ajoutée aujourd'hui, c'est que nous essayons de démontrer pourquoi avant les élections, il faut absolument faire les réformes. Dans le temps, lorsque nous avions sorti le document, c'était pour dire pourquoi les réformes étaient absolument nécessaires. Parce que certains partis politiques, de par leur façon de parler, ne s'étaient pas résolument engagés en faveur des réformes. Aujourd'hui, UNIR dit il faut que les réformes soient faites. L'ANC dit il faut que les réformes soient faites. Le CAR dit la même chose. Tous les partis politiques disent la même chose. La société civile le dit suffisamment. Les médias, vous-même, dans le cadre de vos émissions, vous le dites. Les missions diplomatiques accréditées dans notre pays disent qu'il faut faire les réformes. Pourquoi essentiellement? Pour que l'apaisement intervienne. Pourquoi essentiellement?
pour que les Togolais dans leur ensemble aient la conviction que les institutions qu'ils se sont données sont des institutions qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, nous revenons, j'allais dire, à la charge pour rappeler en 7 raisons pourquoi il faut absolument que les réformes se fassent avant les élections. La première raison, c'est que c'est simplement une façon de répondre aux aspirations des Togolais. Vous ne pouvez pas être à la tête d'un pays, chef d'État, Premier ministre. Vous ne pouvez pas être président de l'Assemblée nationale dans un pays où on vous dit que près de 85% de vos compatriotes veulent quelque chose. Et vous continuez pas à faire la sourde oreille, ce n'est pas normal. Il faut que vous puissiez répondre à ça. Un récent sondage d'Afrobaromètre révèle clairement que près de 85% des Togolais veulent que les réformes se fassent. Deuxième élément, nous pensons que ces réformes sont un gage d'une élection véritablement libre, transparente et démocratique. Et là, je voudrais faire vraiment du français facile pour expliquer à nos compatriotes que toutes les personnes qui, dans les semaines à venir, vont venir les voir pour dire « nous allons faire une élection, mais nous n'avons pas besoin de réforme ». Il faut que les Togolais leur demandent « est-ce que vous êtes sûr que la compétition que vous allez organiser est une compétition qui va permettre aux meilleurs des Togolais d'émerger ?» Ce n'est pas évident. Quand vous prenez les rapports... c'est pas évident. Non, parce que différents rapports des missions d'observation ont dit que les processus électoraux dans notre pays comportent des anomalies. Ensuite, vous regardez l'institution qui s'appelle la CENI, la Commission électorale nationale dite indépendante. Regardez comment elle fonctionne ces derniers temps. Ces derniers jours, les partisans, ceux qui sont de unir au sein de la CENI ont simplement été forcés de démissionner. Cet événement me paraît être un événement suffisamment grave. Quand on écoute des acteurs, ça n'a rien d'extraordinaire. Non. Des partis qui envoient des représentants à la CENI, qui trouvent que par rapport aux convictions et aux intérêts qui sont en jeu, puisque ce sont des partis politiques, il faut les rappeler, justement, quand vous les me parlez, remplacer par les autres. Oui, quand vous ça n'a rien d'extraordinaire quand même. Si c'est anormal. Quand vous me parlez des intérêts qui sont en jeu, alors qu'on vous dit que lorsque les membres de la CENI ont été choisis, ils ont prêté serment pourquoi? Ils ont prêté serment de travailler en toute impartialité. Et subitement, on trouve qu'il y a des intérêts en jeu. Des intérêts de qui? Les intérêts des Togolais. En même temps, ou les intérêts d'un parti politiques qui sont donc, qu'on ne continue pas par dire aux Togolais, moi je veux bien mettre l'emphase sur ça, qu'on ne continue pas par dire aux Togolais que cette CENI-là est indépendante. Elle ne l'est plus. Parce que lorsqu'un parti va voir que ceux qui sont représentants ses représentants là-bas ne défendent pas ses intérêts à lui, il va leur dire partez de là. Donc finalement, où est l'indépendance? Le serment qu'ils ont prêté, quelle est sa valeur? Il y a un problème. Donc j'étais en train de démontrer qu'au niveau de l'appareil qui est censé organiser les élections, si on a pu faire démissionner 5 personnes aussi facilement, imaginez ce qui va se passer lorsque les résultats des élections vont paraître contraires à ce que certaines personnes veulent voir. On peut, comme on l'a fait en 1998, encore faire démissionner le président de la CENI et subitement le ministre de l'administration territoriale va entre guillemets prendre ses responsabilités. Le ministre Bahara va dire écoute, le président de la CENI a démissionné, je prends mes responsabilités, je proclame les résultats. Donc pour nous, faire les réformes est un élément 1 pour permettre de répondre à la situation des Togolais, 2 pour permettre de garantir une élection véritablement libre, démocratique et transparente parce que les institutions qui vont être issues des réformes seront des institutions consensuelles. Mais un autre élément important, c'est qu'il nous semble que ces réformes seront un très important facteur de légitimation du président qui va être élu. De 2005 à 2010, de 2010 à 2015, on nous a proclamé un chef d'État élu. Il disposait de la légalité, mais en termes de légitimité, il a été contesté en permanence. Est-ce que si le chef d'État Faure Gnassingbé venait à être élu, s'il était candidat après 2015, est-ce qu'il veut continuer par être un président dont les gens contestent la légalité, la légitimité, pardon? Est-ce que si c'est Jean-Pierre Pacquiao qui est élu, est-ce qu'il veut continuer? C'est une minorité qui le contestait. Non. Puisque le chef de l'État avait, selon les résultats, 62%. Non, élu par les Togolais. Le problème, c'est que quand vous analysez bien les résultats des élections dans notre pays, le mécanisme qui a permis de dégager ces 62%-là n'était pas un mécanisme objectif. C'était justement un mécanisme contrôlé par le seul parti au pouvoir. Ça, je ne vous apprends rien. La Cour constitutionnelle est contrôlée par le parti au pouvoir. La CENI est contrôlée par le parti au pouvoir. L'administration, c'est-à-dire tous les préfets de toutes les préfectures, les chefs traditionnels, ils sont contrôlés par le parti au pouvoir. Maintenant, quand on va parler des frais, des ressources qui vont être dépensées pendant la campagne, ce n'est pas pour rien que dans des pays comme en France et même au Togo,
Il y a un plafonnement des dépenses qui peuvent être faites pendant la campagne. Mais analysez très bien. Les sociétés d'État, Togo Cellulaire, Togo Télécom, le port et bien d'autres, vont commencer par mettre des ressources à la disposition d'un candidat. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. En même temps, personne n'a apporté la preuve matérielle sur cette question. Peut-être que lorsqu'on sera en campagne, on reviendra précisément sur cette question. Si, évidemment, on ne sait pas ce qui va avoir lieu à l'avenir. Oui. Mais pour les élections législatives de 2013, nous avions fait l'observation et nous avons recueilli des informations. Je peux vous donner des noms de localités où un certain nombre de personnalités proches justement du pouvoir ont déversé des ressources financières qui visiblement étaient au-delà des normes prévues par la loi. Mais je peux continuer avec votre permission par développer les raisons pour lesquelles nous pensons que ces réformes doivent être faites. La quatrième raison, c'est justement pour éviter toute suspicion et faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence ni avant, ni pendant, ni après le processus électoral. C'est-à-dire qu'en ce qui nous concerne, nous faisons ce que nous appelons, nous sommes pour l'option zéro mort pendant tout le processus électoral. Ça veut dire que si le chef de l'État, si Jean-Pierre Fabre, le leader de l'opposition, si Maître Apévon et tous ceux qui sont donc dans l'arène veulent qu'il n'y ait aucun mort pendant le processus électoral, qu'il n'y ait aucune arrestation pendant le processus électoral, ils doivent se mettre d'accord pour justement savoir quelles sont les règles qui vont régir la matière. Autrement, les gens vont avoir des suspicions et les gens vont vouloir manifester. Et ceux qui vont manifester, à mon avis, c'est des Togolais qu'il faudra écouter. Donc, pour qu'il n'y ait pas tout ça, pour que quelqu'un ne soit pas obligé d'arrêter un autre, parce que simplement, il sent que son leader n'est pas écouté, ou la voix de son leader n'est pas écoutée, il faut simplement qu'on se mette d'accord sur les règles. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas épulcher toutes les raisons fondamentales de ce manifeste, mais ce qui est important de relever, c'est que vous mettez l'accent beaucoup plus sur l'apaisement de la situation sociopolitique au Togo. En même temps, pour les réformes, bien entendu, en même temps, il y a des partis politiques qui sont un petit peu d'accord pour aller à ce scrutin. On a vu CAP 2015 qui est un meeting de sensibilisation un peu partout sur le territoire. Ils étaient dans les savanes. La semaine qui s'achève là, ils étaient dans les maritimes. Ça veut dire qu'on s'accommode à peu près, même si on dit qu'on veut aussi les réformes. On va aller aux élections. Alors, et qu'est-ce que vous en dites finalement? Moi, à titre personnel, dans ce pays, il y a quelques mois, nous avions fait beaucoup de débats sur la nécessité de tout faire pour qu'il y ait les réformes. Et un certain nombre d'entre nous avaient pris, j'allais dire, le risque de dire que si le prix à payer pour que les réformes se fassent, si ce prix, c'est de permettre, en tout cas, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, ou en tout cas, si c'est admettre que le président actuel soit candidat, eh bien, autant payer ce prix et obtenir les réformes. Les partisans de l'ANC et un peu les partis qui sont autour, la plupart de ceux qui sont au CAP 2015 aujourd'hui, avaient dit que nous, on voulait donner un troisième mandat à Faure Gnassingbé. Intellectuellement, ce n'était pas une vérité, puisque le mandat ne signifie pas être candidat. Être candidat peut justement permettre, si les règles du processus électoral sont bien équitables, peut permettre d'obtenir l'alternance. Oui, mais c'est justement le problème. Tout à l'heure, vous avez dit que le pouvoir a tous les moyens. L'administration, il y a beaucoup de sociétés qui mettent de l'argent. Oui. Alors, c'est pour ça que la personne soit candidate, forcément, on se dit, mais si elle est candidate, je vous explique, elle va gagner les élections. Avec votre permission. C'est-à-dire que dans le temps, aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? Les règles ne sont pas équitables. Donc, forcément, et là, je suis d'accord avec un certain nombre de personnalités, Dima Oré, Maître Apévon et d'autres, pour dire que si les règles ne sont pas bonnes, et tout le monde demande que ces règles soient changées, et pour ça, il faut faire les réformes. Et vous n'obtenez pas ces réformes, quelle garantie avez-vous que vous allez être proclamé gagnant? Ou bien est-ce que vous allez à ce jeu électoral simplement pour en sortir perdant? Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le boycott est une bonne chose. Mais je dis simplement qu'il faut que tous les Togolais martèlent à ceux qui nous gouvernent que c'est avec notre argent, c'est-à-dire votre argent à vous, M. Eric, et vous, c'est l'argent des Togolais de Lomé, de Kara, de Dapaon. C'est avec notre argent qu'ils organisent les élections. Et ils n'ont pas le droit de dire, si certains ne veulent pas être candidats, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ce n'est pas un droit pour eux. Donc, il faut forcément marteler que si on veut organiser une élection, s'il vous plaît, que ce soit une élection.
ne faut pas que ce soit, j'allais dire, un processus au cours duquel on sait que quelqu'un va être couronné. Si c'est un processus au cours duquel on veut simplement couronner quelqu'un, s'il vous plaît, ne dépensez pas des milliards pour ça. Que ces milliards servent à autre chose. Il faut que ce discours-là soit martelé suffisamment. Au surplus, si le chef de l'État qui sera élu veut un quinquennat stable, s'il veut pouvoir justement développer le pays comme il faut, non, il faut que ces réformes se passent. Alors justement, sur la même question des réformes, on a écouté également, c'était l'idée de partis politiques là, au cours de la semaine. Certains estiment même que la question des réformes n'est plus aujourd'hui d'urgence. Est-ce que quelque part vous êtes en train de dire que le scrutin présidentiel finalement n'aura pas de sens sans les réformes? Je suis tenté de dire la même chose. Parce que, encore une fois, le b.a.-ba, c'est qu'une des élections est censée permettre aux citoyens qui aura le meilleur programme, qui aura le meilleur charisme, qui aura le plus convaincu les compatriotes, l'élection est censée lui permettre justement d'être proclamé vainqueur. Et généralement, quand vous jouez un match, la citation célèbre dit que avec sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, moi, je serais à la place du président de la République actuelle, ou même de la plupart des chefs d'État africains. J'aurais honte si je suis proclamé élu à l'issue d'un processus que moi-même je sais être un processus bâclé. Il n'y a aucun mérite à ça. Tout le mérite consiste justement à se battre, à développer un programme, à convaincre les gens qu'on est le meilleur. Et lorsqu'on est programmé, on est fier. Vous allez à un examen, si le devoir est trop difficile, vous n'êtes pas trop content. Donc moi, je pense que, tel que les choses sont organisées aujourd'hui, ça ne nous garantit pas que nous aurons une très bonne course. Vous savez, c'est assez passionnant. Lorsque, dans un processus électoral, les candidats viennent à vous, ils vous présentent les programmes, vous les interpellez, et que, fait extraordinaire, au deuxième tour, vous avez 2 candidats. Et que ces deux-là font un débat entre eux. Vous imaginez, en Côte d'Ivoire, par exemple, le débat qui a eu lieu entre le président Gbagbo à l'époque et Ouattara. Vous imaginez tout l'engouement qu'il y a à chaque fois. Lorsqu'en France, au deuxième tour, les 2 principaux candidats font un débat, vous imaginez l'engouement qu'il y a aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, puisque c'est tout un processus, à chaque fois qu'il y a un débat, les 2 personnalités se présentent. Et c'est vraiment au fur et à mesure que les Togolais découvrent alors quel est le charisme dont dispose le chef de l'État. Quelles sont ses idées? Parce qu'au-delà du fait qu'on va choisir quelqu'un au niveau national, le chef de l'État est censé aller à l'international. Vous savez, lorsque vous avez la chance de faire des activités au niveau national et de sortir de votre pays, vous découvrez qu'il y a d'autres enjeux là-bas. Vous devez pouvoir vous imposer. Vous devez pouvoir convaincre les gens. Et donc, si au niveau national, la compétition qui vous a choisi était une compétition banale, était une compétition banale, s'il vous plaît, vous n'avez pas de chance de vous en sortir à l'international. Alors, aujourd'hui, vous, au niveau de CACIT et au niveau de la plateforme citoyenne, vous rappelez justement que les acteurs se rappellent à leur tour qu'il va falloir faire les réformes. Si nous considérons que le scrutin, comme le ministre Gilbert Bahorah l'a dit en juin dernier, après le premier échec de ce vote de test, je crois sur Africa 24, les médias internationaux, que les réformes se feront après le scrutin. Si nous considérons cela, et que justement les réformes se feront après le scrutin, est-ce que l'opposition doit boycotter le scrutin ou on doit faire ombrage, bloquer le processus d'aller jusqu'au bout, comme le préconise d'ailleurs le président du PR, Nicolas Alfonso, ces derniers jours? Alors, d'abord, le fait qu'on nous promette de faire les réformes après le scrutin n'est pas un élément qui nous met en confiance. Parce que souvenez-vous, ce n'est pas la première promesse qu'on nous fait. Dans la foulée des élections législatives de 2013, Angèle Aguiga avait clairement déclaré, alors que les gens réclamaient que les législatives soient couplées avec les locales, Angèle Aguiga avait dit, ce n'est pas possible, mais rassurez-vous, on fera les locales dans la foulée, c'est l'expression qui était utilisée, dans la foulée des législatives. S'il vous plaît, ça fait bientôt 2 ans, on n'a pas fait les locales. Voilà une promesse non tenue. Sur la question des locales, il me plaît de m'arrêter 30 secondes pour dire que depuis 1987, les Togolais n'ont plus choisi les élus locaux. Et là-bas, on ne nous a jamais parlé de vide. Le ministre Bahorah plutôt nous explique que si on veut bien faire les choses, il faut prendre du temps pour consolider le processus de décentralisation et choisir des maires qui seront légitimes. Mais pourquoi la même argumentation ne serait pas valable pour les présidentielles? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le temps de bien préparer les choses pour les présidentielles? Il n'y a aucun délai, s'il vous plaît. Vous savez, c'est la loi qui doit être au service des hommes.
les hommes ne sont pas au service de la loi. En 2005, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu les événements que vous connaissez, à un moment donné, le ministre Essop Boko, qui organisait les élections, a dit « Arrêtons-nous parce qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon ». Le chef de l'État lui-même, quand il est arrivé par la magie de rapidement député, ministre et tout le reste que vous connaissez en quelques heures, à un moment donné a dit « Si je suis venu, je demande à terminer le mandat de mon papa pour que pendant cette période-là, je puisse asseoir les institutions et que lorsqu'on organisera une élection, que ce soit sur de bonnes bases. » En 2005, Essop Boko n'avait pas été écouté. Le résultat, c'est que nous avons eu 400 à 500 morts. Donc, s'il vous plaît, que valent la vie de 400 à 500 Togolais en comparaison à ce qu'on nous appelle les délais? Les délais, c'est qui les respecte? C'est qui les fixe? La communauté internationale elle-même ne vous parle de fragilité que lorsqu'elle a l'impression qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Burkina. Le président Blaise Compaoré, alors que les gens lui disaient de ne pas faire ce qu'il a fait. Et quand il a senti qu'il allait tomber, il a dit « Ok, je ne vais plus me présenter ». Premier débat. Deuxième débat, rapidement, quand le président Compaoré est parti, il y a eu quelques moments de flottement, mais on s'est arrêté rapidement et on a convenu d'une nouvelle charte de transition. Ça veut dire que juridiquement, c'est cette nouvelle charte qui régit la vie dans le pays. Alors, si, je conclue avec ça, si tous les Togolais, excusez-moi, raisonnables, se mettent d'accord que tous les clignotants sont au rouge et qu'il nous faut une nouvelle charte pour régir la vie de notre pays, personne ne contestera quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller au scrutin sans les réformes? Parce que la question, elle est là. Pour certains, il faut boycotter ce scrutin. En même temps, est-ce que le boycott sera la bonne chose? Est-ce qu'il faut bloquer le processus pour que ça n'aille pas jusqu'au bout, comme préconisent certains comme Nicolas Lawson? Qu'est-ce que vous pensez au niveau du cassette? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, nous, on est de la société civile déjà. Ça veut dire que nous n'avons pas la possibilité activement de bloquer quoi que ce soit. La seule possibilité que nous avons, c'est de faire ce que nous sommes en train de faire actuellement. À savoir, expliquer à nos compatriotes. Expliquer, expliquer et expliquer. L'autre possibilité que nous avons, c'est de produire des documents comme le manifeste dont vous avez parlé. L'autre possibilité que nous avons, c'est d'aller vers les autorités, faire ce qu'on appelle le plaidoyer. L'autre possibilité que nous avons, c'est d'aller au niveau de la communauté internationale, vers les institutions, vers les missions diplomatiques, vers l'Union européenne, vers l'ONU. C'est de sortir du pays pour expliquer qu'il y a quelque chose de grave qui se passe sur les 56 600 km². Qu'il faut qu'ils prêtent attention. En Centrafrique, s'il vous plaît, il y avait des anomalies. Personne ne faisait attention. Au Mali, il y avait des anomalies. Personne ne faisait attention. Même chose en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas attendre que tout ce que les Togolais ont comme frustration se transforme en violence avant de s'arrêter et résoudre les problèmes. Au surplus, lorsque on nous dit que le gouvernement prendra toutes les mesures, le gouvernement a dit la même chose en ce qui concerne les écoles qui ont été fermées. Le gouvernement rassure les populations qu'il prendra toutes les mesures pour que les écoles soient ouvertes à temps. Excusez-moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que tout ce que les gens attendent, c'est qu'on ait des solutions à leurs problèmes. De la même façon, lorsque le ministre de l'administration territoriale dit « le gouvernement prendra toutes les mesures pour que les élections soient faites de façon pacifique », excusez-moi, ça ne veut pas dire grand-chose si on sait que les gens n'arrivent pas à s'entendre sur les règles qui régissent la matière. Donc au final, je ne parlerai pas de boycott parce que je ne suis pas un participant à l'élection. Je ne parlerai pas de blocage parce que je n'ai pas la force pour bloquer. Mais je dis simplement, excusez-moi, honte. S'il y a un risque, en tant que membre de la société civile, vous pouvez aussi donner des consignes. C'est ce que nous sommes en train de faire. S'il y a un risque sur le terrain, il y a un risque qui pèse sur l'apaisement politique, un petit peu social. Oui, c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de dire que la société togolaise est malade. En 1990, il y a eu une rupture avec un système. Et cette rupture aurait dû permettre de poser les fondements de vraies institutions qui vont régir ce pays. Ce n'a pas été le cas. En 2005, il y a eu une nouvelle rupture. Et l'un des drames que nous avons eu, c'est que la commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui a pris près de 4 milliards de francs CFA pour justement analyser notre passé et nous dire, c'est un peu comme lorsque vous allez dans une société, lorsqu'on nous dit une société, ou lorsqu'on fait justement une évaluation. Quel est l'objet?
c'est de voir justement là où il y a les problèmes. Et quand vous détectez les problèmes, qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrêtez, vous résolvez ces problèmes. Donc il me semble qu'il faut que la classe politique s'arrête. Toutes les promesses qui peuvent nous être faites pour mener les réformes après 2015, ces promesses, les Togolais auront du mal à y croire. Au demeurant, ce que nous proposons, c'est que, quelle que soit la date où le processus électoral aura lieu, le constat c'est que si le président Faure Gnassingbé est proclamé élu, il y aura des problèmes. Parce que beaucoup ne seront pas convaincus. C'est inévitable. Mais de la même façon, si c'est le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui est proclamé élu, il y aura des problèmes. Donc nous en appelons à ce que certains appellent ça transition. On peut trouver d'autres noms. Nous en appelons à ce que le génie des Togolais nous permette de faire en sorte que pour la période 2015 à 2020, on oblige la classe politique togolaise à s'asseoir, à gérer le pays ensemble et à poser les fondements de vraies institutions. Parce qu'on ne peut pas continuer par tourner en rond comme on le fait depuis 1990. Alors, il y a également certains courants politiques qui pensent qu'aujourd'hui également, il faut faire intervenir des canaux extérieurs pour dénouer la situation s'agissant des réformes politiques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on doit encore faire appel à la communauté internationale pour sauver nos réformes? Moi, je dirais il faut faire appel à toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent aider le Togo. Ces personnes de bonne volonté peuvent être des Togolais. Mais ces personnes de bonne volonté peuvent être aussi de la communauté internationale. Parce que, voyez-vous, quand on parle de la communauté internationale, vous allez par exemple à l'Union européenne, vous avez quelqu'un comme Louis Michel, qui a le poste qu'il occupe, mais qui, à tort ou à raison, est perçu comme étant proche du pouvoir. Vous allez dans d'autres institutions, vous allez en France, vous allez voir des personnalités qui, de la communauté internationale, vont intervenir dans le dossier togolais, mais qui n'auront pas toute l'objectivité qu'il faut. L'inverse aussi est vrai, à savoir des personnalités qui sont soupçonnées être proches du pouvoir. Donc, qu'au sein de la société togolaise, des personnes de bonne volonté puissent aider à trouver des consensus, ce n'est pas impossible. Que ce soit au niveau de la communauté internationale aussi, ce n'est pas impossible. Il faut juste, et là encore, je pense que nous pouvons être tous responsables, mais le niveau de responsabilité ne peut pas être le même à chacun des niveaux. Le président Faure Eswatini Gnassingbé, selon moi, c'est lui qui a le volant entre les mains. C'est lui qui doit constater que le navire est en train de couler. Le navire coule sur le plan politique. Là, je vous sens un peu alarmiste sur cette question. Oui, il vaut mieux être alarmiste maintenant. Montrer aux gens que la situation... Écoutez, quand les travailleurs descendent dans la rue, que les élèves descendent dans la rue, quand vous constatez au surplus que, en analysant un peu les 10 dernières années, il y a eu un certain nombre de faits en matière de violation des droits de l'homme qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais été élucidés. À tout est agobi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances il est décédé? Les événements d'Adewi où des miliciens sont sortis, est-ce que vous savez dans quelles circonstances ils ont eu lieu? Les 2 enfants qui sont morts à Dapaon, est-ce qu'on vous a jamais dit dans quelles circonstances ça a eu lieu? Donc, il y a un certain nombre de faits qui mettent les Togolais mal à l'aise. Moi qui travaille un peu donc, dans le domaine des droits de l'homme, nous avons, après les événements de 2005, encadré les victimes. Et ces victimes ont déposé des plaintes auprès des tribunaux togolais. Les plaintes n'ont jamais été instruites. Qu'à cela ne tienne. Nous sommes allés à une instance supérieure, à la Cour de justice de la CEDEAO. Et en juillet 2013, la Cour de justice de la CEDEAO a clairement dit que l'État togolais est coupable d'avoir violé le droit à la justice. Et la Cour ordonnait à l'État togolais d'instruire les plaintes, s'il vous plaît. Près de 18 mois après, rien n'est fait. Ce n'est pas fini. Dans le dossier Kpacha Gnassingbé, les Nations Unies, notamment le groupe de travail sur la détention arbitraire, a clairement dit que la détention de Kpacha Gnassingbé est arbitraire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas libéré. Dans le dossier Pascal Bodjona, les institutions judiciaires de notre pays ont relevé des anomalies. S'il vous plaît, lorsque vous dirigez un État comme ça, sur le plan politique, sur le plan de la justice, sur le plan social, lorsque les élèves sont amenés à sortir comme ils sont sortis, il y a un malaise dans le pays. Lorsque vous-même vous prenez la responsabilité de dire, pour gérer un peu ces problèmes, je vais faire les états généraux de la santé, vous n'arrivez pas à les faire. États généraux de l'éducation, vous n'arrivez pas à les faire. C'est pour ça que vous demandez aujourd'hui que le chef de l'État se prononce encore une fois clairement sur oui, cette question. Le chef de l'État doit sortir. Alors, nous avons besoin qu'il nous rassure. Parfait. Alors, avant de terminer cette partie liée à l'actualité nationale, on a également écouté le CAR cette semaine où le parti de Maître Apévon s'est prononcé sur justement cette communauté internationale dont mon confrère faisait allusion tout à l'heure,
on s'est rendu quand même compte que le CAR est un petit peu amer par rapport aux prises de position actuelles de la communauté internationale. Elle avait sorti un courrier entre-temps lorsque les églises étaient sorties pour demander que des réformes soient faites par les leaders politiques. Et subitement, cette communauté internationale, à travers l'Allemagne, les Nations Unies, qui appuie le processus électoral. Vous trouvez ça aussi anormal qu'elle apporte son appui à ce processus électoral? Non, je ne suis pas du même avis que le CAR, parce que je pense que l'expérience du CAR et d'un certain nombre de responsables là-bas doit leur avoir fait comprendre que la communauté internationale, surtout à travers ses représentants dans nos pays, respecte le principe sacro-saint de la souveraineté. Ça veut dire que les diplomates et les représentants des États, dans les couloirs, peuvent toujours tenir des discours qui vont dans le sens de la nécessité d'avoir des processus inclusifs. Souvenez-vous, dans le cas du Burkina, après la chute de Blaise Compaoré, la lettre adressée au président Compaoré par François Hollande a été rendue publique. Cette lettre, s'il vous plaît, ne pouvait pas être rendue publique avant, parce que cela aurait créé un incident diplomatique. Dans ce pays, l'année dernière, un haut fonctionnaire d'une institution qu'on appelle la communauté internationale a dû quitter ce pays simplement parce que les gens estimaient qu'il avait des propos qui ne respectaient pas les engagements qui sont dus à quelqu'un qui bénéficie de l'immunité. Pour ceux qui l'auraient oublié, je parle du représentant du PAS-CRENA qui a dû quitter le pays. C'est exactement le gouvernement qui avait demandé qu'il quitte le pays. Donc le principe de la souveraineté demande que lorsque vous avez l'impression que quelqu'un s'ingère trop dans vos affaires internes, que vous le fassiez partir. Et donc, malheureusement, la communauté internationale ne peut pas nous forcer à faire les choses si nous-mêmes nous ne voulons pas. Ils attireront toujours notre attention dessus. Et après, continuer à supporter. Oui, parce que, voyez-vous, dans le cadre de ce qu'on appelle la coopération... Il y a une forme d'hypocrisie, finalement, qui s'ingère. Non, il n'y a pas de l'hypocrisie. Ce que moi, je comprends dans cette affaire, c'est que on vous dit ce qui est mieux pour vous. C'est un malade à qui on dit, écoute, quelqu'un qui a le diabète, à qui on dit, il faut que tu arrives à t'abstenir de tout ce qui est sucré. Tu ne dois pas prendre des sucreries, tu ne dois pas, etc. Mais on lui dit, écoute, ça c'est ce qui est bien pour toi. Mais si le gars persiste à vouloir prendre quelque chose de sucré, on lui dit, ok, au minimum, ne bois pas ça. C'est un peu pour illustrer. Donc ça veut dire que la communauté internationale se dit, nous disons aux dirigeants togolais de ne pas aller aux élections dans ces conditions. Ils l'ont dit clairement suffisamment par le passé. Donc on ne peut plus leur faire le procès de ne pas l'avoir dit. Mais quand ils constatent que ceux à qui ils parlent s'entêtent, ils vont tout faire pour, à mon avis, amenuiser les dégâts. C'est l'impression que j'ai. Surtout que, et là encore, il faut que nos compatriotes soient assez vigilants. Parce que lorsque le gouvernement nous dit nous allons organiser les élections sur fonds propres, là encore, je pense qu'il y a toute la vérité qui n'est pas dite. Dans la mesure où tout le monde sait que dans le cadre de la coopération bilatérale, dans le cadre de la coopération multilatérale, et de toute façon, parce que nous sommes en 2015, où le monde est devenu petit, un village planétaire, il y a des imbrications, il y a des financements ici et là. Les budgets de nos États, s'il vous plaît, sont financés à plus de 50% par l'aide extérieure. Donc, à partir de ce moment, ne me parlez pas d'indépendance. Donc, le fait que l'État togolais dise qu'il veut financer les élections sur fonds propres montre encore qu'on ne veut pas que cette fameuse communauté internationale vienne nous dire quoi que ce soit. Et c'est là où c'est dommage. Et c'est là où, encore une fois, quand vous-même vous donnez l'impression de ne pas vouloir faire le meilleur dont on vous parle, les gens vont se contenter de vous conduire dans la médiocrité. Parfait. Merci beaucoup André Kania Fanou par rapport à ces sujets liés à l'actualité internationale. On va aborder maintenant la page internationale avec le Burundi. Au Burundi, les obstacles semblent s'amorceler sur le chemin du président Pierre Nkurunziza, qui montre aussi régulièrement d'ailleurs son envie de se représenter pour un troisième mandat chez lui. Jeudi dernier, la libération du patron de la radio publique africaine, Bob Rugurika, avec la mobilisation de la population risque de précipiter une crise ouverte. Je propose d'abord de suivre ce reportage de nos confrères de TV5 Monde et puis on va revenir en studio pour le commentaire. Voilà ce que les autorités ont à tout prix voulu éviter.
un triomphe pour Bob Rugurika. Ils sont des milliers à être sortis spontanément pour accompagner la voiture du directeur de la radio publique africaine, la RPA, tout juste libéré sous caution dans la matinée. Les autorités avaient pourtant interdit tout rassemblement, c'est raté. On n'avait pas vu autant de monde dans les rues à Bujumbura depuis très longtemps. Je suis vraiment heureuse que le journaliste ait été libéré. Je suis venue le voir. Tout le monde est très content. Nous sommes venus accueillir Bob Rugurika. Bob Rugurika, acclamé par une foule d'anonymes, le journaliste est devenu un véritable symbole du combat pour la liberté de la presse au Burundi. Il avait été arrêté le 20 janvier dernier. Son tort, avoir diffusé les aveux d'un homme affirmant avoir fait partie du commando responsable de l'assassinat de 3 religieuses italiennes en septembre dernier. Un commando directement lié à l'ancien chef des services secrets burundais. Pour cela, Bob Rugurika a été inculpé pour complicité d'assassinat, entre autres. Vous savez, les gens qui ont décidé mon arrestation, les gens qui ont décidé ma détention, se recrutent parmi les gens impliqués dans cet assassinat. Ça, je n'ai pas peur de le dire, parce qu'on l'a démontré dans les informations qu'on a diffusées et on le démontrera même dans l'avenir. Ces gens, ils ont pensé qu'en procédant à mon arrestation, à mon isolement dans la société, à ma détention prolongée, ils ont pensé qu'ils vont enterrer cette histoire. Mais ça allait revenir en pleine figure. En septembre 2014, 3 sœurs italiennes avaient été littéralement massacrées dans leur couvent dans la banlieue de Bujumbura. Peu de temps après, la police disait avoir arrêté cet homme, l'assassin présumé, qui, selon de nombreux témoignages, serait totalement fou. Le coupable idéal pour Bob Rugurika, déterminé à faire toute la lumière sur cette affaire. Oui, André Kagny-Afanou, quand on voit cette libération, élimination que ça a créé, on a vu tout de suite que ça a été récupéré par les politiques, l'opposition, et ça va compliquer la tâche à Pierre Nkurunziza. Oui, voyez-vous, d'abord le Burundi, c'est un pays qui est sorti d'une crise assez aiguë et qui, avec les accords d'Arusha en 2004, a commencé par poser les bases d'un redémarrage. Mais voilà un chef d'État qui a été élu et qui a fait de 2005 à 2010, de 2010 à 2015, et qui subitement découvre qu'il est le seul, comme d'ailleurs tous ses pairs, qu'il est le seul ange, ou le seul, je ne veux pas utiliser le mot illuminé, qui peut sauver son pays. Ce que je veux dire, c'est que le vrai leader, de mon point de vue, c'est celui qui arrive à préparer la relève. Et il faut savoir que moi, j'ai eu la chance de visiter le Burundi l'année passée. Et c'était dans un contexte où ce même chef d'État-là essayait, par exemple, en matière de liberté d'association, de contraindre les associations à s'enregistrer chaque année. Ça veut dire que lorsque vous créez une association, vous venez déclarer l'existence de l'association au ministère de l'Intérieur. Chaque année, vous devez demander l'autorisation d'exister. Et donc, c'est sa façon de restreindre la liberté d'association. Durant la même période où j'étais là-bas, il y avait un autre défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonipa, qui, parce que dans une affaire, on reviendra là-dessus, a essayé de donner la parole à des gens, parce que des gens, le camp du chef de l'État était impliqué dans les affaires de l'assassinat des religieuses. Il a été arrêté lui aussi et il a été accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Et quelque chose d'extraordinaire qu'on a observé dans la société burundaise, c'est qu'il y avait une solidarité pas possible. Et chaque vendredi déjà, tout le monde se mettait en vert. Et c'était le vert de solidarité en faveur de Pierre Claver Mbonipa à l'époque. Et quand vous avez effectivement, comme vous avez si bien dit, vu l'engouement suscité par la libération de Bob Rugurika. Bob Rugurika, moi j'ai eu la chance de le rencontrer lors d'une conférence qui a eu lieu au Sénégal où un certain nombre de défenseurs des droits de l'homme s'étaient rencontrés justement pour réfléchir sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Je peux vous dire que c'est quelqu'un de déterminé. Et je vous donne tous ces éléments pour expliquer que même si les chefs d'État arrivent au pouvoir dans des conditions saines et qu'ils veulent conserver le pouvoir, le peuple dans son fort intérieur sait trouver les moyens, j'allais dire, de se libérer. Le peuple dans son fort intérieur sait trouver les moyens de se remobiliser. Ils ont pensé, parce qu'il y a des élections qui sont annoncées, les législatives pour le 26 mai, la présidentielle pour le 26 juin. Le chef de l'État, en arrêtant Bob Rugurika,
qui est un peu, comme vous avez dit, le directeur d'une radio privée assez écoutée dans le pays, il pensait faire taire un peu les opinions dissidentes. Souvenez-vous que c'est dans le même Burundi que parce qu'on craignait que les gens se mobilisent pour réclamer leurs droits, on a même interdit les footings de dimanche. Donc, nous observons dans beaucoup de pays africains la volonté de restreindre la liberté, alors qu'au même moment, les proclamations qui sont faites théoriquement disent « nous voulons créer un espace où il y aura la démocratie ». Et donc moi j'apprécie un peu cette mobilisation qui a eu lieu, et pour moi c'est le signal que quel que soit ce qui est fait pour coincer les gens, quel que soit ce qui est fait pour restreindre les libertés, à un moment donné, les choses vont forcément sortir et les gens vont se libérer d'eux-mêmes. Et dans le même sens également, pour les experts, pour certaines personnes avisées, la libération de Bob est comme une victoire à la liberté de la presse. Le Togo vient d'être classé 80e au plan mondial. Qu'est-ce que cela suscite en vous comme réaction, justement? Oui, c'est sûr. Vous savez, moi j'exhorte nos compatriotes qui en ont la possibilité à aller un peu sur Internet et voir un peu l'histoire de Bob. Bob a été obligé, vous savez, il y a 2-3 ans, de s'exiler en Belgique, et sa femme et ses enfants sont obligés de vivre là-bas. Parce que le président burundais, alors qu'il sentait justement qu'à un moment donné, il devait partir, au lieu de consolider les institutions démocratiques, a commencé par fermer les choses, par restreindre les choses et par vouloir museler tous ceux qui pouvaient faire évoluer la liberté de la presse. Vous avez parlé du Togo. Moi, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, nos dirigeants doivent comprendre que c'est la survie même de nos pays qui est en jeu. Aujourd'hui, les fondamentaux d'un État démocratique sont connus. C'est la liberté de presse, c'est une société civile dynamique, c'est la pluralité des opinions politiques et c'est la concurrence au niveau des programmes de société. Ça veut dire que vous pouvez être le parti au pouvoir pendant des mois, des années, j'allais dire. Si quelqu'un vient avec un nouveau programme et quelque chose de bon, la personne doit pouvoir, dans un jeu sain, présenter ses propositions. Et si la personne arrive à convaincre les gens, la personne doit pouvoir être élue. Et l'une des raisons pour lesquelles moi je pense qu'il faut que nos gouvernements en place favorisent la liberté de presse, c'est que ça peut les aider même le jour où ils ne sont pas là. Ensuite, l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, nos gouvernements, parce que quand ils ont fait trop d'années au pouvoir, doivent partir, c'est que quand on me dit que quelqu'un a beaucoup travaillé pour le pays, je dis, oui, il a très bien travaillé. C'est justement pour ça qu'il doit partir. Parce qu'il n'y a que deux possibilités après. Quelqu'un peut mieux faire. Donc pourquoi est-ce que nous allons nous contenter de celui qui fait bien, alors que nous aurons quelqu'un qui peut mieux faire? Ensuite, quelqu'un peut faire pire. Alors, nous aurions eu la preuve que celui qui était là était bon. Mais si vous avez la même personne à chaque fois, vous ne saurez pas si vraiment cette personne est meilleure ou pas. Donc moi, je pense que c'est important pour nos pays, si on veut asseoir la démocratie, et si on ne veut pas être obligé, comme je le vois ces derniers temps, sur Africa 24 et d'autres chaînes, d'aller faire de la publicité pour les pays, pour dire, nous avons de bons pays, il y a des institutions démocratiques. Lorsqu'il y a des institutions démocratiques, vous n'avez pas besoin de faire de la publicité. Les gens vont venir demain. Parfait. Merci beaucoup. On va aborder la dernière partie, le dernier sujet. C'est le Sénégal. Le Sénégal avec l'affaire Karim Wade qui tire vers sa fin, avec les plaidoiries du procès qui ont pris fin, il faut le dire, jeudi dernier. Le verdict est attendu finalement le 23 mars, excusez-moi, 23 mars prochain. Disons que la justice sénégalaise a enquêté sur un patrimoine de 178 millions d'euros. On parle d'enrichissement illicite. Et là encore, André Kagné-Fanou, on parle quand même de la gouvernance économique. Oui, c'est terrible ce qui se passe dans nos pays. Vous savez, je suivais une chaîne étrangère et je suivais le ministre malien de l'économie et des finances qui disait devant un panel d'experts que le Mali et bien d'autres États africains ont tout ce qu'il y a comme énergie, comme ressources énergétiques. Le soleil, l'uranium, le pétrole. Et il faisait la comparaison entre le Sénégal et Taïwan il y a 50 ans. Il faisait la comparaison entre le Mali et la Chine il y a le même nombre d'années. Et il semblait déplorer que nos pays n'aient pas décollé. Ça veut dire que nos dirigeants savent que nous avons la possibilité d'avancer, de décoller. Mais à l'interne, où est-ce que le problème se pose? C'est parce qu'un certain nombre de privilégiés ne veulent pas lâcher du reste.
Vous imaginez que le président Ouad a géré le pays pendant près de 10 ans et son fils, qui n'était que ministre, puisse avoir de telles ressources financières. Mais c'est scandaleux. 178 millions d'euros. C'est scandaleux. Ça veut dire que forcément, à défaut de justifier de l'origine de ces ressources, il faut que ces ressources puissent servir au développement du Sénégal. J'ai eu la chance de lire... Mais dans un parti politique, on parle beaucoup plus d'un procès politique. Hein, non, c'est trop facile de le dire. Parce que quand vous avez suivi un peu les derniers jours du procès, les avocats de Karim Wade n'ont même pas jugé utile de venir à la base justement pour défendre leurs clients, estimant que c'est un procès politique. Mais la réalité, c'est que dans un pays comme le Sénégal, comment peut-on justifier qu'un enfant de chef d'État, et vous vous souvenez quand le président Wade était au pouvoir, Karim Wade était perçu comme un super ministre, parce qu'à lui seul, il avait le ministère de l'équipement, des transports, de tel, tous les ministères les plus importants, il les avait, il a pu s'enrichir. C'est justement pour ça que nous disons que si nos gouvernants, y compris au Togo, ne veulent pas que demain, de tels événements leur arrivent, parce que tôt ou tard, la roue de l'histoire, elle est têtue, elle va tourner. S'ils ne veulent pas que la justice soit obligée de fouiner un peu dans l'origine de leur patrimoine, s'ils ne veulent pas surtout que des crises sociales puissent conduire à ce que les biens soient détruits, parce que il y a un certain nombre de personnalités, quand vous voyez leur maison, c'est terrible ce que les gens ont comme maison, y compris même dans notre pays. Et dans notre pays, je vais un peu faire un lien avec ce qu'il y a eu à la CENI. Par exemple, vous savez, l'honorable député Payado Aboupessi est revenu à la CENI avec d'autres. Mais le ministre Payado Aboupessi, quand il était ministre, a été débarqué un soir, il n'était plus ministre, point barre. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi, excusez-moi, s'est-il rendu coupable pour qu'il ne soit plus ministre? Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, il soit ressuscité comme membre de la CENI? On ne nous a jamais dit tout ça. Donc ça veut dire que si vous fouillez bien, dans notre pays aussi, il y a un certain nombre de personnalités qui peuvent être en train d'accumuler des ressources comme ça. C'est justement pour ça que les travailleurs ne comprennent pas qu'on leur dise qu'il n'y a pas de l'argent. En définitive, il faut que ceux qui nous gouvernent mettre de l'ordre dans la gestion. Il faut qu'ils prennent le temps d'asseoir des institutions où le contrôle citoyen de l'action publique, où les contrôles de la gestion des ressources permettent des équilibres en faveur de tous les citoyens. André Kani-Afanou, merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir ce soir. Non, c'est moi qui vous remercie et moi je prie pour que ce pays-là, dans les jours à venir, que le Saint-Esprit éclaire nos dirigeants pour qu'ils s'asseyent et que les bases de l'élection soient consensuelles. Parfait. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du CACIT, membre de la plateforme citoyenne Justice et Vérité. Merci beaucoup, Florent Thioboué. Merci, Eric. Merci à tous nos téléspectateurs. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de 7 succès sur la télé en synchronisation avec la radio Fréquence Renommée. Passez une belle soirée à notre compagnie. Au revoir.